La lune baignait de sa lueur pourpre les contreforts rocheux de Némorium, ces montagnes redoutées où même les soldats les plus aguerris de Rome n'osaient s'aventurer après le crépuscule. C'était l'an 367 après Jésus-Christ, et l'Empire, bien que majestueux dans ses marbres et ses triomphes, se fissurait sous le poids de ses excès. Au sommet de la plus haute crête se dressait une forteresse dont les tours déchiraient le ciel nocturne. On la nommait la citadelle d'ombre, demeure d'Aelius Varro. Les villageois murmuraient de son nom avec crainte, car celui qu'on appelait le vampire alpha avait autrefois été l'un des généraux les plus redoutables de Rome, avant qu'une malédiction ancestrale ne le transforme en créature de la nuit. Cette nuit-là, Aelius contemplait l'horizon depuis ses remparts. Sa silhouette imposante se découpait contre les étoiles, son manteau rouge sang ondulant dans la brise nocturne. Ses yeux, normalement d'un ambre doré, luisaient d'un éclat écarlate. La soif le tenaillait de nouveau. « Dominus, les éclaireurs sont revenus », annonça Thaddeus, l'unique serviteur humain qui osait encore servir le seigneur vampire. Aelius se tourna, révélant un visage aux traits aristocratiques taillés dans le marbre. Bien qu'il parût avoir à peine 40 ans, ses yeux reflétaient le poids des siècles. Qu'ont-ils rapporté ? Sa voix résonna comme le grondement lointain du tonnerre. Les légions de Maxentius s'approchent de la vallée. Ils chassent des esclaves fugitifs. Les villages sont terrifiés. Un sourire dénué de joie étira les lèvres d'Aelius, dévoilant brièvement l'éclat de ses canines allongées. Rome et ses chaînes. Certaines choses ne changent jamais. Jadis, Aelius Varro avait servi l'Empire avec une loyauté inébranlable, menant ses légions à des victoires glorieuses. Mais lors d'une campagne contre les tribus du Nord, il avait découvert un temple ancien dédié à Mormo, divinité oubliée des abîmes. Assoiffé de pouvoir, il avait bu le sang maudit dans une coupe d'obsidienne. Le lendemain, ses hommes l'avaient trouvé mort, et la nuit suivante, il s'était relevé, transformé. Depuis ce jour funeste, 3 siècles s'étaient écoulés. L'empire qu'il avait servi avait changé, mais Aelius demeurait figé dans sa malédiction éternelle. Il s'était retiré dans les montagnes, créant sa forteresse loin des hommes et de leurs guerres futiles. Seuls quelques serviteurs, fascinés par son pouvoir, l'avaient suivi. « Je vais chasser », déclara-t-il à Thaddeus. « Prépare mes appartements pour mon retour. Je pourrai avoir soif. » Aelius s'élança dans le vide, son corps se transformant en une brume sombre qui dévalait les pentes escarpées. Le vampire possédait des capacités que même les légendes n'osaient décrire. Force surhumaine, agilité prodigieuse et ce don terrible de contrôler les esprits faibles. Sa malédiction lui avait aussi apporté le pouvoir de manipuler les ombres, de se fondre en elles et parfois même de les façonner en créatures obéissant à sa volonté. La nuit était son domaine. Il bondissait de rocher en rocher avec une aisance surnaturelle, ses sens affûtés, percevant le moindre mouvement dans les bois en contrebas. L'odeur du sang humain parvenait jusqu'à lui, mêlée à celle de la peur et de la douleur. La chasse serait bonne ce soir. Il atteignit rapidement le pied de la montagne et s'immobilisa. À quelques centaines de pas, une scène de brutalité se déroulait près d'une route romaine. 5 soldats entouraient un jeune homme enchaîné, le frappant méthodiquement avec leurs fouets. Le corps du malheureux était déjà couvert de lacérations sanglantes. « Tu pensais pouvoir t'enfuir, chien ?» rugit l'un des légionnaires. « Ton maître paie bien pour te récupérer, mais il n'a pas précisé dans quel état. » Les autres éclatèrent de rire tandis que l'esclave s'effondrait dans la poussière. Malgré sa souffrance, il releva la tête, défiant ses tortionnaires du regard. « Je préfère mourir libre que vivre enchaîné », articula-t-il avec difficulté. Aelius observait la scène avec détachement.
Les affaires des mortels ne le concernaient plus depuis longtemps. Pourtant, quelque chose dans l'attitude du jeune esclave l'intriguait. Cette flamme de dignité dans ses yeux verts, ce refus de se soumettre malgré les sévices, cela lui rappelait un souvenir lointain, presque oublié, un souvenir de sa propre humanité. « Assez joué », déclara le centurion. « Achevons-le et rapportons sa tête à son maître. Cela servira d'exemple. » Le soldat dégaina son glaive et s'approcha de l'esclave. Ce dernier, malgré ses blessures, se redressa pour faire face à la mort. Quelque chose se brisa en Aelius. Un fragment d'âme qu'il croyait mort depuis des siècles s'éveilla soudain. En un instant, il fut sur eux. Les légionnaires n'eurent pas le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Une ombre massive les enveloppa, suivie par la vision terrifiante d'yeux rougeoyants dans l'obscurité. Aelius frappa avec une férocité bestiale, ses mains devenues griffes déchirant chair et armure comme du parchemin. Le dernier soldat tenta de s'enfuir, mais le vampire fut sur lui en un éclair. Ses crocs s'enfoncèrent dans la gorge du légionnaire et il but avidement, savourant chaque goutte de vie qui quittait sa victime. Lorsqu'il se redressa, les 5 soldats gisaient sans vie autour de lui. Le sang maculait son visage et ses vêtements. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas la soif qui guidait ses actions. L'esclave le fixait, paralysé entre terreur et émerveillement. Ses yeux verts étaient écarquillés, mais ne montraient pas la panique à laquelle Aelius s'attendait. « Qu'êtes-vous » murmura le jeune homme. « Je suis ce que Rome craint dans ses cauchemars » répondit Aelius en s'approchant lentement. « Et toi, esclave, comment te nommes-tu »« Cassian Marcellus » articula-t-il avec difficulté. Malgré ses blessures, il se tenait droit, refusant de montrer sa faiblesse. « Tu vas mourir ici, Cassian Marcellus, si tes plaies ne sont pas soignées. »« Alors je mourrai libre, » répondit-il, un faible sourire aux lèvres. Aelius s'accroupit près de lui, étudiant ce mortel qui osait défier la mort avec tant de sérénité. « Ta liberté vaut-elle vraiment ce prix ? Que peut comprendre à la liberté celui qui se nourrit de la vie des autres ?» rétorqua Cassian, la douleur rendant sa voix rauque. Un rire grave s'échappa de la gorge d'Aelius. « Plus que tu ne le crois, esclave, j'ai porté d'autres chaînes que celles de fer. » D'un geste rapide, il brisa les entraves qui retenaient encore Cassian. Puis, dans un mouvement fluide, il souleva le jeune homme dans ses bras. « Que faites-vous » s'étonna Cassian. « Une folie, sans doute, » murmura Aelius. « Mais tu m'intrigues, mortel. Ta vie mérite peut-être d'être prolongée. » Avant que Cassian ne puisse protester davantage, le vampire s'élança dans la nuit, emportant sa charge fragile vers la forteresse de Nemorium. Le sang des légionnaires avait temporairement apaisé sa soif, mais un autre besoin, plus ancien et plus humain, venait de s'éveiller en lui. Pour la première fois en 3 siècles, Aelius Varro, le vampire alpha de Rome, avait choisi de sauver une vie plutôt que de la prendre. Si tu apprécies cette histoire, profite-en pour t'abonner à la chaîne et laisser le nom de ta ville dans nos commentaires. L'aube approchait quand Aelius franchit les portes massives de sa forteresse, le corps brisé de Cassian serré contre sa poitrine. Déjà, il sentait les premiers picotements annonciateurs du soleil sur sa peau, cette brûlure subtile qui rappelait aux créatures de la nuit leur vulnérabilité. « Thaddeus !» rugit le vampire en pénétrant dans le grand hall. Les torches aux flammes bleues s'animèrent à son passage, révélant des murs ornés de fresques anciennes et de symboles oubliés. Le serviteur accourut, ses yeux s'écarquillant à la vue du jeune homme ensanglanté. « Prépare la chambre haite et apporte des herbes médicinales, » ordonna Aelius. « Cet homme ne doit pas mourir. »« Un mortel dans votre sanctuaire, Dominus ?» s'étonna Thaddeus. « Est-ce ? Tes questions attendront, vieil homme. »
fais ce que je te demande. » Tandis que Thaddéus s'empressait d'obéir, Aelius transporta Cassian dans une chambre rarement utilisée de l'aile est, la plus éloignée de ses propres quartiers. La pièce, bien que couverte de poussière, conservait une élégance austère avec son lit à colonnes et ses tentures de soie pourpre. Avec une délicatesse surprenante pour un être aussi puissant, il déposa Cassian sur le lit. Le jeune esclave était inconscient maintenant, sa respiration faible et irrégulière. Le sang suintait de ses multiples blessures, emplissant l'air d'une odeur métallique qui éveillait la soif du vampire. Aelius recula, ses pupilles se dilatant dangereusement. Il lutta contre l'instinct qui lui ordonnait de terminer ce que les légionnaires avaient commencé. Ce serait si facile de prendre cette vie fragile, de s'abreuver de ce sang qui coulait déjà librement. « Non », murmura-t-il, serrant les poings. « Pas lui. » Thaddéus revint avec des linges propres, des onguents et une vasque d'eau claire. Sans un mot, le vieil homme commença à nettoyer les plaies de Cassian. Ses gestes étaient précis, révélant une expérience acquise durant de longues années au service d'un maître qui ne tolérait pas l'incompétence. « Les blessures sont graves, Dominus, » dit-il finalement. « Sans vouloir vous offenser, pourquoi vous préoccupez-vous du sort de ce garçon? Ce n'est qu'un esclave. » « Tu poses trop de questions, Thaddéus. » Aelius s'approcha de la fenêtre, observant les premières lueurs de l'aube qui teintaient l'horizon. « Peut-être ai-je simplement envie de compagnie. Vous avez déjà des serviteurs, maître, et si c'est du sang dont vous avez besoin, ce n'est pas du sang. » Aelius se tourna vers le lit où gisait Cassian. « C'est quelque chose que j'ai vu dans ses yeux, une flamme que je croyais éteinte en ce monde depuis longtemps. » Thaddéus hocha la tête, sans comprendre véritablement, mais sachant qu'il valait mieux ne pas insister. Il aura besoin de soins constants pendant plusieurs jours. Certaines plaies sont infectées. Fais ce qui est nécessaire. Utilise la magie des herbes si tu dois. Je veux qu'il vive. » Aelius quitta la chambre d'un pas lourd, se dirigeant vers ses propres quartiers. Le jour se levait et avec lui venait la faiblesse. Pour les êtres de sa nature, le soleil n'apportait que souffrance et vulnérabilité. Il lui fallait se retirer dans l'obscurité, loin de la lumière traîtresse. Ses appartements, situés au cœur de la forteresse, étaient plongés dans une obscurité perpétuelle. Les fenêtres, scellées depuis des siècles, étaient recouvertes de lourdes tentures noires. Aucune lumière ne pouvait y pénétrer. Au centre de la pièce principale se dressait un sarcophage de marbre noir orné de sculptures représentant des scènes de bataille antiques. C'était là qu'Aelius trouvait le repos lorsque le soleil régnait sur le monde. Il retira son manteau souillé de sang et s'approcha d'une table où reposait une coupe d'obsidienne semblable à celle qu'il avait damnée des siècles plus tôt. D'un geste fluide, il versa dans le récipient le contenu d'une amphore scellée, du sang conservé pour les moments de nécessité. « À la santé de Rome » murmura-t-il avec amertume avant de boire. Le sang, bien que froid, apaisa momentanément le feu qui brûlait en lui, mais il ne pouvait effacer les questions qui tourmentaient son esprit. Pourquoi avait-il sauvé cet esclave? Était-ce un dernier vestige d'humanité ou le caprice d'un immortel lassé de la solitude? Aelius s'allongea dans son sarcophage, sentant la torpeur diurne l'envahir peu à peu. Ses dernières pensées avant de sombrer dans l'inconscience furent pour le jeune homme aux yeux verts qui, peut-être, ne survivrait pas jusqu'à la nuit prochaine. 3 jours passèrent, durant lesquels Cassian oscilla entre conscience et délire. Thaddéus veillait sur lui, appliquant des cataplasmes d'herbes aux propriétés curatives sur ses blessures et lui faisant boire des infusions aux saveurs amères. Le soir du 4e jour, alors que le soleil se couchait, Cassian ouvrit enfin les yeux avec lucidité. Il se redressa légèrement, surpris par la douceur des draps sous son corps endolori et par la richesse de la chambre où il se trouvait.
Où suis-je ? Murmura-t-il, sa voix rauque par le manque d'usage. Dans la forteresse de Némorium, jeune homme, répondit Thaddeus en lui tendant une coupe d'eau. Buvez lentement. Vous avez été très mal en point. Cassian but avec précaution, ses yeux parcourant la pièce. La créature, l'homme qui m'a sauvé. Mon maître se lèvera bientôt. Il sera satisfait de vous voir conscient. À ces mots, un frisson parcourut l'échine de Cassian. Les souvenirs de cette nuit lui revenaient par fragments. Les soldats, les coups, puis cette apparition terrifiante aux yeux rouges et au croc acéré. « Il n'est pas humain », affirma-t-il, plus pour lui-même que pour Thaddeus. « Non, il ne l'est plus », concéda le vieil homme. « Mais ne vous y trompez pas, il reste en lui plus d'humanité que chez bien des hommes que j'ai connus. » Avant que Cassian ne puisse poser d'autres questions, la porte de la chambre s'ouvrit silencieusement. Elius entra, sa présence emplissant l'espace comme une vague d'énergie sombre. Il portait une tunique noire bordée de pourpre, et ses longs cheveux étaient retenus en arrière, révélant pleinement son visage aux traits ciselés. « Tu es réveillé », constata-t-il, ses yeux ambrés fixés sur Cassian. « Bien, je commençais à me demander si j'avais sauvé un cadavre. » Thaddeus s'inclina respectueusement et quitta la pièce, laissant les deux hommes face à face. « Pourquoi m'avoir sauvé ?» demanda directement Cassian, surprenant Aelius par son audace. « Une question directe mérite une réponse directe, » dit le vampire en s'approchant du lit. « Mais je crains de ne pouvoir t'en donner une satisfaisante. Peut-être ai-je agi par caprice, ou peut-être ai-je reconnu en toi quelque chose qui méritait d'être préservé. » Cassian soutint son regard sans ciller. « Qu'êtes-vous exactement ?»« Tu le sais déjà, » sourit Aelius, dévoilant légèrement ses canines allongées. « Les hommes de ton époque me nommeraient démon ou monstre. Les plus érudits diraient Stryk ou Lamia. Dans les terres du Nord, on m'appellerait Upir. Mais mon nom est Aelius Varro, et je fus autrefois un général de Rome. »« Un vampire, » murmura Cassian. Il avait entendu des légendes chuchotées parmi les esclaves, des histoires de créatures nocturnes qui se nourrissaient de sang humain. « Si c'est ainsi que tu préfères me nommer. » Aelius s'assit sur le bord du lit. « Maintenant, dis-moi, Cassian Marcellus, qui es-tu pour défier tes maîtres avec tant d'audace ?» Cassian resta silencieux un moment, mesurant ses paroles face à cette créature millénaire. Dans les yeux d'Aelius, il discernait une intelligence aiguisée par les siècles, capable de percer les mensonges comme un glaive. « Je suis né libre, » commença-t-il finalement, sa voix gagnant en assurance. « Mon père était un marchand grec, ma mère une femme de Numidie. Nous vivions à Carthage, prospères et heureux. » Il passa une main sur son visage, comme pour chasser des ombres invisibles. « J'avais 16 ans quand notre navire fut attaqué par des pirates. Mes parents furent tués, les survivants vendus aux marchands d'esclaves à Ostie. » Sa voix se durcit. « 8 ans de chaîne depuis, 8 maîtres différents. Le dernier, Quintus Severus, est un sénateur au goût particulier. » Aelius perçut le tremblement dans la voix de Cassian lorsqu'il prononça ce nom. « Ce sénateur est celui qui t'a infligé ces marques ?» Cassian hocha lentement la tête. « Il se délecte de la souffrance, ses esclaves sont ses jouets qu'il brise lorsqu'il s'ennuie. » Ses yeux se durcirent. « J'ai refusé de me briser. Alors il a redoublé de cruauté. Et tu as tenté de fuir, » compléta Aelius. « J'ai réussi à m'échapper avec l'aide d'un garde compatissant. Pendant 3 jours, j'ai couru vers les montagnes. Puis ils m'ont rattrapé. » Aelius se leva et s'approcha de la fenêtre. De là, il contempla la vallée qui s'étendait en contrebas, plongée dans le crépuscule. Rome était loin, mais son ombre s'étendait partout. « Tu as fait preuve d'un grand courage, » dit-il finalement. « Peu d'hommes oseraient défier la puissance de Rome, même pour leur liberté. »« La liberté est le seul trésor qui vaille qu'on meure pour elle, » répliqua Cassian,
avec une conviction qui fit sourire Aelius. « Voilà des paroles que j'ai entendues il y a bien longtemps, dans la bouche d'un homme qui pensait comme toi. » Le vampire se tourna vers lui. « Sais-tu qui était cet homme ?» Cassien secoua la tête. « Spartacus. » Ce nom résonna dans la chambre comme un coup de tonnerre lointain. Même après des siècles, la rébellion d'esclaves menée par le gladiateur Thrace restait une blessure dans l'orgueil de Rome, une histoire qu'on racontait en chuchotant. « Tu l'as connu !» Les yeux de Cassien s'écarquillèrent. « J'étais jeune alors, un tribun militaire servant sous les ordres de Crassus, » répondit Aelius, son regard se perdant dans des souvenirs vieux de 4 siècles. « J'ai assisté à sa défaite, à la crucifixion de ces hommes le long de la Via Appia. 6000 croix de Capoue à Rome, un spectacle que même moi, je n'ai pu oublier. » Il s'interrompit, semblant soudain réaliser qu'il révélait trop de lui-même. « Mais cela appartient à un autre temps, un temps où j'étais encore humain. » Cassian l'observait avec fascination. « Comment êtes-vous devenu ce que vous êtes ?» Aelius hésita, puis décida que le jeune homme méritait une part de vérité. « J'ai choisi ce destin, » admit-il. « Après des années à servir Rome, j'ai mené une campagne contre les tribus germaniques. Au cœur d'une forêt ancienne, nous avons découvert un temple dédié à des divinités plus anciennes que Rome elle-même. » Il s'approcha d'une table où reposait une carafe de vin. Il en versa dans une coupe qu'il tendit à Cassien. Les prêtres de ce temple vénéraient Mormo, une divinité de l'ombre et du sang. Il possédait un savoir interdit, le secret de l'immortalité. Cassien but une gorgée de vin, savourant ce luxe oublié. « Vous avez conclu un pacte avec cette divinité ? J'ai bu le sang maudit dans une coupe d'obsidienne, convaincu que le pouvoir valait n'importe quel prix. » Aelius eut un sourire amer. « J'étais un imbécile arrogant. Je suis mort cette nuit-là pour renaître 3 jours plus tard, transformé en prédateur éternel. »« Vous regrettez ?» demanda doucement Cassien. La question prit Aelius au dépourvu. Regrettait-il ? 3 siècles de solitude et de sang, 3 siècles à regarder le monde changer, tandis qu'il demeurait figé dans un éternel présent. « Parfois, » admit-il, « quand je contemple ce que Rome est devenue, l'empire que j'ai servi se meurt lentement, rongé par la corruption et la décadence. Et moi, je reste, témoin impuissant de sa chute. » Un silence s'installa entre eux, chargé de pensées non exprimées. Finalement, Cassian reprit la parole. « Qu'allez-vous faire de moi, maintenant que je suis guéri ? Que veux-tu que je fasse de toi ?» répondit Aelius. « Te renvoyer vers la mort ? Te garder comme serviteur ? Ou peut-être… » Il laissa sa phrase en suspens, ses yeux s'assombrissant. « Me transformer comme vous ?» compléta Cassien, un frisson parcourant son échine. « Ce serait un cadeau empoisonné, » répondit Aelius. « L'immortalité n'est pas une bénédiction, mais une malédiction déguisée. Tu resterais jeune tandis que le monde vieillirait autour de toi. Tous ceux que tu aimerais périraient. Et la soif ne te quitterait jamais. » Cassien médita ces paroles. « Je souhaite seulement ma liberté, vivre sans chaîne, aussi longtemps que les dieux me l'accorderont. » Aelius éclata d'un rire grave. « Les dieux, quels dieux, jeune Cassien, ceux de Rome, de Grèce, de Judée. J'ai vu des temples s'élever et s'effondrer, des divinités naître et mourir dans la mémoire des hommes. Crois-moi, les dieux se soucient peu de notre sort. Pourtant, vous avez invoqué Mormo ?» fit remarquer Cassian. « Et regarde ce que cela m'a apporté. » Aelius écarta les bras. Une éternité de ténèbres. Soudain, un corps retentit depuis les remparts de la forteresse. Aelius se redressa, tous ses sens en alerte. D'un mouvement fluide, il fut à la fenêtre, scrutant la nuit. « Des torches !» murmura-t-il. « Une 20aine d'hommes approchent. » Il se tourna vers Cassien, son visage durci par l'urgence. « Ton maître t'a retrouvé, ou du moins, il le croit. » La peur voila brièvement les yeux de Cassien. « Sévérus ? Thaddeus ?
appela Aelius. Le vieux serviteur apparut presque instantanément. Accompagne notre invité dans la salle souterraine. Assurez-vous que personne ne vous découvre. Alors que Thaddeus aidait Cassian à se lever, Aelius saisit une épée accrochée au mur. La lame antique scintilla dans la pénombre. « Que comptez-vous faire » s'inquiéta Cassian. « Accueillir nos visiteurs, bien sûr » répondit Aelius avec un sourire carnassier qui dévoilait ses crocs. « Rome vient frapper à ma porte. Il serait discourtois de ne pas répondre. » Tandis que Thaddeus escortait Cassian vers les profondeurs de la forteresse, Aelius se prépara au combat. Il revêtit une ancienne armure romaine, noire et rouge, ornée de symboles ésotériques qui luisaient faiblement. Son apparence était celle d'un général romain sorti d'un cauchemar, noble et terrible à la fois. Il monta sur les remparts où quelques serviteurs fidèles attendaient ses ordres. En contrebas, la procession de torches s'approchait. À leur tête, Aelius distingua un homme en toge bordée de pourpre, flanqué de gardes prétoriens. « Quintus Severus » murmura-t-il, reconnaissant le sénateur d'après les descriptions des espions qui l'entretenaient à Rome. « Que me vaut l'honneur de ta visite ?» Comme s'il l'avait entendu, le sénateur leva les yeux vers les remparts. Sa voix porta jusqu'aux oreilles d'Aelius, amplifiée par la vallée. « Au nom du Sénat et du peuple de Rome, j'exige audience avec le seigneur de cette forteresse. » Aelius sourit dans l'obscurité. Depuis combien de temps Rome n'avait-elle pas osé exiger quoi que ce soit de lui ? « Ouvrez les portes, » ordonna-t-il à ses hommes. « Montrons à nos invités l'hospitalité de Némorium. » Les lourdes portes de fer s'ouvrirent dans un grincement sinistre. Aelius descendit dans la cour, prêt à recevoir ses visiteurs indésirables. Son ombre, projetée par les torches, semblait s'étendre et se tordre d'elle-même, comme animée d'une volonté propre. Car au fond de lui, le vampire alpha savait que cette rencontre marquerait le début d'événements qui dépasseraient largement le sort d'un simple esclave. Rome venait de réveiller un adversaire qu'elle avait oublié depuis trop longtemps. Le sénateur Quintus Severus pénétra dans la cour de la forteresse avec l'arrogance caractéristique des puissants de Rome. Sa toge pourpre balayait les pavés tandis qu'il avançait, entouré de 8 gardes prétoriens à l'expression impassible. Derrière eux se tenaient plusieurs esclaves portant des coffres et des torches. Aelius les attendait au centre de la cour, immobile comme une statue de marbre noir. À la lueur des flambeaux, son armure antique renvoyait des reflets sanglants et son visage, partiellement dissimulé sous un casque orné de motifs de loup, demeurait insondable. « Sois le bienvenu à Némorium, sénateur », déclara Aelius d'une voix qui résonnait étrangement dans l'air nocturne, bien que ta venue soit inattendue. Severus s'arrêta à quelques pas du vampire, l'examinant avec un mélange de curiosité et de méfiance. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage austère marqué par l'ambition et la cruauté. Ses yeux sombres, enfoncés dans leurs orbites, luisaient d'une intelligence calculatrice. « Je suis Quintus Severus, membre du Sénat romain et légat impérial, » annonça-t-il avec emphase. « Et toi, tu dois être le fameux Aelius Varro, celui que les paysans superstitieux appellent le Seigneur des Ombres. » Un sourire fugace passa sur les lèvres d'Aelius. « Les hommes ont besoin de noms pour apprivoiser ce qu'ils craignent. Mais dis-moi, sénateur, qu'est-ce qui pousse un homme de ton rang à s'aventurer dans ces montagnes à cette heure ?» Severus fit un geste, et l'un des esclaves s'avança portant un coffret incrusté d'ivoire qu'il ouvrit devant Aelius. À l'intérieur reposaient plusieurs bourses de cuir débordant de pièces d'or. « Je cherche un esclave fugitif, » déclara le sénateur. « Un jeune homme nommé Cassian Marcellus. Mes hommes l'ont poursuivi jusqu'à ces montagnes avant de perdre sa trace. On raconte que rien ne se passe dans ce territoire sans que tu en sois informé. » Les yeux d'Aelius se posèrent sur l'or sans manifester le moindre intérêt.
et ceci, une offrande pour ma coopération, un témoignage de la générosité de Rome envers ceux qui l'assistent, répondit Sévérus avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Aelius fit quelques pas, contournant lentement le sénateur. Sa démarche était celle d'un prédateur évaluant sa proie. Cet esclave doit avoir une grande valeur pour que tu te déplaces en personne, sénateur. Il m'appartient, trancha Sévérus, une lueur de colère traversant son regard. Et je ne tolère pas qu'on me vole ce qui est à moi. Ah, l'orgueil romain, soupira Aelius, toujours intact après tant de siècles. Il s'approcha soudain de Sévérus si rapidement que les gardes n'eurent pas le temps de réagir. Son visage n'était plus qu'à quelques centimètres de celui du sénateur. « Que sais-tu vraiment de moi, Quintus Sévérus » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Connais-tu les rumeurs qui courent à mon sujet ? Sais-tu ce que je fais à ceux qui troublent ma tranquillité ?» Le sénateur ne recula pas, mais une goutte de sueur perla sur son front. « Les légendes ne m'impressionnent pas, Varro. J'ai vu trop d'hommes se draper dans le mystère pour masquer leur insignifiance. » Aelius éclata de rire, un son qui glaça le sang des mortels présents. « Voilà pourquoi Rome me fascine encore après tant d'années. Cette arrogance, cette conviction inébranlable de votre supériorité. » Il s'écarta enfin, laissant Sévérus reprendre son souffle. « Mais trêve de plaisanterie, tu es venu pour ton esclave. Malheureusement, je ne peux t'aider. Tu refuses l'or de Rome ?» s'étonna Sévérus, son visage s'assombrissant. « Je refuse de m'occuper de problèmes qui ne me concernent pas, » répondit Aelius. « Ton esclave a peut-être traversé mes terres, peut-être est-il mort dans ces montagnes, ou peut-être a-t-il trouvé un passage vers des contrées plus clémentes. » Sévérus plissa les yeux. « Tu mens, Varro. Mes éclaireurs ont suivi sa piste jusqu'ici. » Et soudain, plus rien, comme si quelqu'un l'avait fait disparaître. Les gardes prétoriens, sentant la tension monter, portèrent instinctivement la main à leur glaive. « Prends garde, sénateur », avertit Aelius, sa voix devenant dangereusement basse. « Ta position à Rome ne te protège pas ici. À Némorium, seule ma volonté fait loi. » Sévérus l'observa un long moment, puis son visage s'éclaira d'une compréhension nouvelle. « Tu l'as, n'est-ce pas? Tu as recueilli mon esclave. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'un être comme toi pourrait vouloir d'un simple mortel? Cette entrevue est terminée, » déclara froidement Aelius. « Retourne à Rome, sénateur. Oublie ton esclave et cette forteresse. » Mais Sévérus ne semblait pas prêt à abandonner. Il fit un pas en avant, son visage déformé par une colère croissante. « Tu ne comprends pas ce que tu risques en défiant Rome, Varro. L'empereur lui-même pourrait ordonner que cette montagne soit rasée si je le suggérais. » Aelius sourit, révélant brièvement ses crocs. « L'empereur? Lequel? J'en ai vu tellement se succéder. Certains brillants, d'autres médiocres, tous mortels. » Cette réponse déstabilisa visiblement Sévérus. « Qui es-tu vraiment ?» murmura-t-il. Pour toute réponse, Aelius fit un geste. Soudain, les torches s'éteignirent toutes simultanément, plongeant la cour dans une obscurité presque totale. Seul un faible clair de lune permettait de distinguer les silhouettes. « Dieux immortels !» s'exclama l'un des gardes, sa voix trahissant sa peur. Dans les ténèbres, la voix d'Aelius s'éleva, semblant provenir de partout à la fois. « Je suis ce que Rome a oublié, Quintus Sévérus. Je suis le prix que certains hommes paient pour le pouvoir. » Un mouvement rapide, invisible aux yeux humains, et soudain Aelius se tenait derrière le sénateur. Ses yeux luisaient d'un éclat rouge dans l'obscurité. « Regarde-moi » ordonna-t-il. Sévérus se retourna lentement, comme mu par une force irrésistible. Son regard croisa celui du vampire et une terreur primitive l'envahit, car dans ses yeux rougeoyants, il vit des siècles de prédation, un pouvoir ancien que ni l'or ni les légions de Rome ne pouvaient défier. Par Jupiter,
balbutia le sénateur, reculant instinctivement. Aelius avança d'un pas, sa silhouette semblant grandir et se fondre avec les ombres environnantes. « Jupiter est sourd à tes prières ici. Nous sommes dans mon domaine maintenant. » Le vampire fit un geste négligent de la main et les torches se rallumèrent brusquement, révélant son visage transformé par la soif et la colère, les traits plus anguleux, les yeux écarlates, les canines allongées. Les gardes prétoriens dégainèrent leurs glaives d'un même mouvement, formant un cercle protecteur autour de Sévérus. « Tu es un monstre !» articula le sénateur, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître impassible. « Je suis ce que Rome a créé », répliqua Aelius. Un général transformé en prédateur, un patriote devenu paria. Il fit un geste vers les portes de la forteresse. « Maintenant, partez. Ma patience a des limites, même pour les envoyés de Rome. » Sévérus, comprenant que sa position était intenable, fit signe à ses hommes de se retirer. Mais avant de quitter la cour, il se tourna une dernière fois vers Aelius. « Cette affaire n'est pas terminée, Varro. Rome a vaincu des ennemis bien plus redoutables que toi. »« Rome n'a jamais affronté quelqu'un comme moi, » répondit calmement le vampire. « Prie pour qu'elle n'ait jamais à le faire. » Lorsque la délégation romaine eut quitté l'enceinte, Aelius resta immobile au centre de la cour, contemplant la lune. Il savait que cette confrontation n'était que le début. Sévérus reviendrait, peut-être avec des soldats, peut-être avec quelque chose de pire. Les Romains étaient aussi superstitieux que pragmatiques. Ils pourraient envoyer des prêtres, des exorcistes ou, pire encore, des chasseurs de vampires venus des provinces orientales. « Maître !» appela doucement Thaddeus, émergeant d'une porte latérale. « Ils sont partis ?»« Pour l'instant, » répondit Aelius. « Mais le sénateur n'est pas homme à accepter la défaite. Il reviendra. Et l'esclave ? Cassien reste ici, » déclara Aelius d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Il est sous ma protection désormais. » « Mais pourquoi risquer la colère de Rome pour un simple esclave ?» insista Thaddeus. « Vous qui avez toujours évité de vous mêler aux affaires des mortels. » Aelius tourna son regard vers le vieil homme. Pendant un instant, Thaddeus crut y voir une vulnérabilité inhabituelle. « Peut-être suis-je las de la solitude » murmura le vampire. « Ou peut-être ai-je simplement besoin de me rappeler pourquoi je me suis détourné de Rome il y a si longtemps. » Il s'éloigna vers les profondeurs de la forteresse. « Renforce les gardes cette nuit et prépare la chambre de l'aile haie pour un séjour prolongé. Notre invité restera parmi nous. » Thaddeus s'inclina, observant la silhouette de son maître disparaître dans les ombres. En 3 siècles de service, jamais il n'avait vu Aelius Varro agir ainsi pour un mortel. Quelque chose avait changé en lui, quelque chose que même le vieil homme ne parvenait pas à définir. Au plus profond de la forteresse, dans la salle souterraine où il avait été conduit, Cassian attendait anxieusement des nouvelles. Lorsqu'Aelius apparut enfin, le jeune homme se leva d'un bond. « Le sénateur est-il parti ?»« Pour l'instant, » répondit Aelius. « Mais il sait que tu es ici. » Cassian pâlit. « Alors je dois fuir. Si je reste, je vous mets en danger. » Un sourire ironique étira les lèvres d'Aelius. « Me mettre en danger ? Voilà qui serait nouveau. Non, Cassian Marcellus, tu ne fuiras pas. Tu resteras à Nemorium sous ma protection. »« Pourquoi ?» demanda Cassian, la confusion se lisant sur son visage. « Pourquoi risquer la colère de Rome pour moi ?» Aelius s'approcha lentement du jeune homme, l'observant avec une intensité troublante. « Parce que, pour la première fois depuis des siècles, j'ai trouvé quelque chose qui m'intrigue plus que ma propre malédiction. » Les jours suivants virent Cassien s'adapter progressivement à la vie dans la forteresse de Nemorium. Bien que confiné à l'intérieur des murs pour sa sécurité, il explorait avec curiosité ce monde étrange où la nuit régnait en maîtresse
et où les serviteurs chuchotaient des histoires plus anciennes que l'Empire. Thaddeus avait reçu l'ordre de lui fournir des vêtements dignes d'un homme libre, tunique de lin fin, manteau de laine sombre et sandales de cuir souple. Pour Cassien, qui n'avait connu que les haillons d'esclaves pendant 8 ans, ces simples objets représentaient un luxe presque intimidant. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Cassien se tenait sur un balcon intérieur qui surplombait la grande bibliothèque de la forteresse. En contrebas, des étagères chargées de parchemins et de codex s'élevaient jusqu'au plafond voûté, témoignage silencieux de siècles d'accumulation de savoir. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix d'Aelius le fit sursauter. Le vampire s'était approché sans bruit, comme à son habitude. Il portait une simple tunique noire et ses longs cheveux tombaient librement sur ses épaules. « Je n'ai jamais vu autant de livres », admit Cassien, même dans la villa du sénateur. « Rome brûle plus de livres qu'elle n'en préserve », répondit Aelius avec une pointe d'amertume. « La connaissance fait peur aux puissants. » Il descendit lentement l'escalier en colimaçon qui menait à la bibliothèque, invitant Cassien à le suivre. « J'ai commencé cette collection il y a 3 siècles, » expliqua-t-il en effleurant les reliures anciennes. Des textes sauvés des flammes d'Alexandrie, des manuscrits interdits par le Sénat, des chroniques de peuples que Rome a tenté d'effacer de la mémoire du monde. Cassien observait avec émerveillement les trésors qui l'entouraient. « Vous savez lire toutes ces langues. Le temps est un luxe que les immortels possèdent en abondance, » sourit Aelius. « J'ai appris le grec, l'hébreu, les langues des Gaules et de Germanie, même les symboles anciens des Égyptiens. » Il s'arrêta devant une étagère particulière protégée par une grille de fer ornée de symboles ésotériques et certains textes plus obscurs. Cassien s'approcha intrigué. Les manuscrits derrière la grille semblaient plus anciens que les autres, leur couverture ornée de symboles inquiétants. « Le livre de Knox », murmura Aelius en désignant un codex relié de cuir noir. « Les chroniques de Mormont, le codex sanguinis. Les secrets de ma nature sont consignés dans ces pages. » « C'est là que vous avez appris à devenir ce que vous êtes ?» demanda Cassien. Le visage d'Aelius s'assombrit. « Non, ma transformation était déjà accomplie quand j'ai découvert ces textes. Mais ils m'ont aidé à comprendre ce que j'étais devenu, à maîtriser les pouvoirs et les faiblesses de ma condition. » Il referma la grille d'un geste sec. « Assez parlé de livres poussiéreux. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Aelius guida Cassien à travers un dédale de couloirs jusqu'à une partie de la forteresse que le jeune homme n'avait pas encore explorée. Ils s'arrêtèrent devant une porte massive, renforcée de fer et gravée de runes anciennes. « Peu de mortels ont franchi cette porte, » déclara Aelius en posant sa main sur le bois sombre. Les symboles s'illuminèrent brièvement d'une lueur rougeâtre, puis la porte s'ouvrit silencieusement. Ils pénétrèrent dans une vaste salle circulaire éclairée par des braséros dont les flammes brillaient d'une étrange couleur bleue. Au centre se trouvait un bassin de marbre noir rempli d'un liquide sombre qui ne reflétait pas la lumière. « Le puits des ombres », annonça Aelius. Un artefact plus ancien que Rome elle-même. Cassien s'approcha avec précaution, sentant une énergie étrange émaner du bassin. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un outil de vision, » expliqua Aelius. « Il me permet de voir au-delà des murs de cette forteresse, d'observer les mouvements de mes ennemis et parfois d'entrevoir des fragments du futur. » Le vampire s'approcha du bassin et passa sa main au-dessus de la surface du liquide qui commença à tourbillonner lentement. « Regarde, » murmura-t-il. Cassien se pencha et vit des images se former dans le liquide noir. Une route romaine serpentant à travers la vallée, des soldats en armure marchant en formation, leurs étendards claquant au vent. « Les hommes de Sévérus », expliqua Aelius. « Une centurie entière accompagnée de... » Il s'interrompit.
son visage se crispant légèrement. « De quoi ?» s'inquiéta Cassien. « De chasseurs, » murmura Aelius, « des prêtres du culte de Mithras, spécialement formés pour traquer les créatures comme moi. Ils portent des amulettes bénies dans le sang des taureaux, des lames enduites d'argent consacré. » La surface du bassin changea, révélant le visage de Sévérus. Le sénateur se tenait dans une tente militaire entouré de cartes et d'officiers. Il a obtenu l'appui du préfet local, constata Aelius. Officiellement, il s'agit d'une opération contre des brigands. Officieusement, il vient pour moi, compléta Cassien, la culpabilité assombrissant son regard. Tout cela est de ma faute. Aelius écarta la remarque d'un geste. Sévérus n'est qu'un prétexte. Rome me surveille depuis longtemps, attendant une excuse pour agir. Ta présence ici leur a simplement fourni l'opportunité qu'ils cherchaient. Il passa de nouveau sa main au-dessus du bassin et les images disparurent, laissant le liquide redevenir immobile et opaque. « Combien de temps avant qu'il n'arrive ?» demanda Cassien. « 3 jours, peut-être 4. » Aelius semblait plongé dans ses pensées, calculant stratégie et possibilités. « Mes défenses tiendront contre une centurie, mais les chasseurs, leur présence complique les choses. » Il se tourna vers Cassian, son regard s'intensifiant. « Il est encore temps pour toi de partir. Je pourrais te faire escorter jusqu'à la côte. De là, un navire t'emmènerait vers les provinces orientales, loin de l'influence de Sévérus. » Cassian soutint son regard. « Est-ce ce que vous souhaitez? Que je parte ?» La question sembla surprendre Aelius. Pendant un bref instant, son masque d'impassibilité se fissura, révélant une émotion que Cassien ne put identifier. « Ce que je souhaite n'a plus d'importance depuis des siècles, » répondit finalement le vampire. « Mais ta vie mérite mieux que d'être sacrifiée dans une guerre qui n'est pas la tienne. Cette guerre est devenue la mienne le jour où vous m'avez sauvé, » affirma Cassien avec une détermination inattendue. « Je ne fuirai pas en vous laissant affronter seul la colère de Rome, pas après tout ce que vous avez fait pour moi. » Aelius l'observa longuement, comme s'il cherchait à lire au plus profond de son âme. Puis, un étrange sourire étira ses lèvres. « Les mortels ne cessent jamais de me surprendre, » murmura-t-il. « Après tout ce temps, je devrais pourtant savoir à quel point le courage peut être irrationnel. » Il s'approcha de Cassien et posa une main froide sur son épaule. « Très bien, si tu restes, tu devras apprendre à te défendre. Les jours de paix à Némorium touchent à leur fin. » Au cours des 2 jours qui suivirent, la forteresse se prépara au combat. Les serviteurs d'Aelius, un mélange d'anciens soldats, de parias et d'âmes perdues ayant trouvé refuge à Némorium, s'affairaient à renforcer les défenses, à aiguiser les armes et à stocker provisions et eau. Cassien, quant à lui, passait ses journées à s'entraîner sous la direction de Thaddeus. Bien que le vieil homme semblât frêle, il maniait l'épée avec une précision qui trahissait un passé militaire. « Tu apprends vite, » admit Thaddeus, après une session particulièrement intense. « Mais face à des légionnaires entraînés, je sais, » coupa Cassien, essuyant la sueur de son front. « Je ne fais pas illusion, mais je préfère mourir en combattant que de retourner aux chaînes. » Thaddeus hocha la tête avec approbation. « Le maître voit quelque chose en toi, jeune homme, quelque chose que je commence à percevoir également. » Cette nuit-là, alors que Cassien se reposait dans sa chambre, il fut surpris de voir Aelius entrer sans s'annoncer. Le vampire portait un coffret de bois sombre incrusté d'argent. « Thaddeus me dit que tu fais des progrès remarquables, » déclara-t-il en posant le coffret sur une table. « Pas assez pour survivre face à des prétoriens, » répondit honnêtement Cassien. « C'est pourquoi j'ai décidé de t'offrir ceci. » Aelius ouvrit le coffret, révélant un poignard à la lame étrangement sombre. Une arme forgée dans un métal qui ne se trouve plus en ce monde. Elle a appartenu à un roi barbare qui a défié Rome et a failli gagner. Cassien prit délicatement l'arme.
La lame semblait absorber la lumière plutôt que la refléter, et le manche était orné de symboles qu'il ne reconnaissait pas. Cette lame a goûté au sang de créatures que les hommes modernes ont oubliées, expliqua Aelius. Elle te protégera contre certaines forces surnaturelles, mais contre la chair et le sang, c'est à ton habileté qu'il faudra te fier. Cassian inclina respectueusement la tête. Je vous remercie pour ce don. Aelius l'observa un moment en silence, puis déclara « Il y a autre chose dont nous devons discuter, une possibilité que tu dois considérer avant que les légions n'arrivent. » « Laquelle » demanda Cassian, intrigué par le soudain changement de ton du vampire. Aelius s'approcha, ses yeux ambrés brillant d'une lueur intense dans la pénombre. « Je pourrais te transformer, Cassian, te donner la force et les pouvoirs nécessaires pour survivre à ce qui vient. » Le souffle de Cassian se bloqua dans sa gorge. La proposition était aussi terrifiante que fascinante. Devenir comme Aelius, immortel, puissant, libéré des faiblesses humaines. Je croyais que vous considériez votre condition comme une malédiction, dit-il finalement. C'en est une, confirma Aelius sans hésitation. Mais c'est aussi un moyen de survivre dans un monde où la force fait loi. Et si Rome vient avec toute sa puissance, la survie sera notre seule préoccupation. Il fit quelques pas dans la chambre, visiblement troublé par sa propre proposition. Je ne l'ai jamais fait, tu sais. En 3 siècles, je n'ai jamais transformé un mortel. J'ai considéré que cette malédiction mourrait avec moi. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Demanda doucement Cassian. Aelius se tourna vers lui et pour la première fois, Cassian crut voir une réelle vulnérabilité dans son regard. Parce que je commence à croire que certaines choses méritent d'être préservées, même au prix de l'éternité. Tu aimes cette histoire? Alors, n'oublie pas de t'abonner et de nous dire depuis quelle ville tu nous regardes dans les commentaires. La nuit précédant l'arrivée des légions romaines, une étrange atmosphère s'était installée sur la forteresse de Nemorium. Le silence pesait sur les remparts comme un linceul, interrompu seulement par le murmure du vent dans les montagnes et les pas des sentinelles. Cassian n'avait pas encore donné sa réponse à la proposition d'Aelius. Devenir un vampire, embrasser l'éternité, la décision était trop lourde, trop irréversible pour être prise à la hâte. Le jeune homme avait demandé du temps pour réfléchir, et Aelius le lui avait accordé, comprenant mieux que quiconque la gravité d'un tel choix. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Cassian monta sur la plus haute tour de la forteresse. De là, la vue s'étendait jusqu'à l'horizon, révélant les vallées et les forêts baignées par le clair de lune. Au loin, à peine visible dans l'obscurité, un mince filet de poussière trahissait l'avancée des légions. « Ils seront ici à l'aube » annonça la voix d'Aelius derrière lui. Le vampire se tenait dans l'ombre, son visage à moitié dissimulé. Il portait son armure complète, noire et pourpre, qui lui donnait l'apparence d'un général romain sorti tout droit des enfers. « Combien sont-ils » demanda Cassian. « Une centurie entière, 80 légionnaires, quelques archers et 7 chasseurs de la secte de Mithras. » Aelius rejoignit Cassian près du parapet. « Mes espions rapportent que Sévérus lui-même les accompagne, impatient d'assister à ma chute. » Cassian serra les poings. « Tout ça pour un esclave en fuite. »« Non, » corrigea Aelius, « tout ça pour moi. Tu n'es que le prétexte dont Rome avait besoin pour agir contre une créature qu'elle ne comprend pas et qu'elle redoute. » Le vampire contempla les étoiles un moment avant de poursuivre. « Rome ne tolère pas ce qu'elle ne peut contrôler. J'ai vécu trop longtemps à l'ombre de l'Empire sans me soumettre à ses lois. Ils attendaient simplement la bonne occasion. Combien de défenseurs avons-nous » s'enquit Cassian, évaluant pragmatiquement leurs chances. « 20 hommes loyaux, bien armés mais peu entraînés, » répondit Aelius. « Et moi, ne sous-estime pas ce que je peux faire quand la nécessité l'exige. » Un silence s'installa entre eux, chargé de non-dits et d'émotions contenues. Finalement,
Cassien se tourna pour faire face à Aelius. « J'ai pris ma décision », déclara-t-il solennellement. Les yeux ambrés du vampire se fixèrent sur lui avec une intensité presque douloureuse. « Je t'écoute. »« Je ne souhaite pas devenir comme vous, » annonça Cassien d'une voix ferme mais douce. « Pas par peur ou par dégoût, mais parce que je veux rester ce que je suis. Un homme libre, avec toutes les faiblesses et la fragilité que cela implique. » Une étrange expression passa sur le visage d'Aelius, soulagement ou déception, impossible à dire. « Tu choisis la mortalité avec toutes ses limites ? » « Je choisis de vivre pleinement le temps qui m'est accordé, » affirma Cassien. « Si je dois mourir demain en défendant cette forteresse, que ce soit comme un homme qui a connu la liberté, même brièvement. » Aelius hocha lentement la tête. « Tu me rappelles ce que j'étais, il y a longtemps, avant la soif, avant l'éternité. » Il s'approcha et plaça une main sur l'épaule de Cassien. « Ta décision est honorable, et quelle que soit l'issue de la bataille à venir, sache que tu as gagné mon respect. Peu d'hommes peuvent en dire autant. » L'aube approchait. Les premières lueurs grises apparaissaient à l'est, annonçant un jour qui promettait d'être sanglant. « Vous devriez vous mettre à l'abri du soleil, » suggéra Cassien, inquiet. Aelius sourit, un sourire empreint d'une mélancolie séculaire. « Le soleil m'affaiblit, mais ne me détruit pas immédiatement. Un autre mythe que les hommes aiment colporter. Et aujourd'hui, ma place est auprès de ceux qui défendent ces murs. » Il tourna son regard vers l'horizon où la poussière soulevée par la marche des légions était maintenant clairement visible. « Va réveiller Thaddeus, qu'il sonne l'alarme et rassemble tous les hommes sur le rempart ouest. » Tandis que Cassien descendait précipitamment l'escalier en colimaçon, Aelius resta immobile, contemplant le ciel qui s'éclaircissait progressivement. Pour la première fois depuis des siècles, il allait affronter Rome directement. L'issue de cette confrontation risquait de changer à jamais le cours de son existence millénaire. Lorsque le soleil émergea enfin des montagnes, baignant la vallée de sa lumière dorée, le spectacle qui s'offrit aux défenseurs de Némorium était aussi impressionnant qu'inquiétant. La centurie romaine s'était déployée au pied de la montagne, leurs armures et leurs lances scintillant dans la lumière matinale. À leur tête, monté sur un cheval blanc, se tenait le sénateur Quintus Severus, drapé dans sa toge pourpre, et derrière lui, 7 silhouettes vêtues de noir, portant des masques taillés à l'effigie du dieu Mithras, les chasseurs de vampires. Cassien se tenait aux côtés d'Aelius sur le rempart principal. Le vampire avait revêtu un long manteau à capuchon pour se protéger des rayons directs du soleil, mais Cassien pouvait voir que la lumière l'affaiblissait déjà. Sa peau semblait plus pâle, presque translucide, et des lignes de tension marquaient son visage habituellement impassible. « Ils sont nombreux », murmura l'un des défenseurs, un ancien gladiateur nommé Darius. « Mais nous avons l'avantage de la position, » répondit Thaddeus, « et nous avons le maître. » Comme pour confirmer ses paroles, Aelius s'avança jusqu'au bord du rempart, dominant de toute sa hauteur les assaillants rassemblés en contrebas. « Quintus Severus » appela-t-il d'une voix qui porta jusqu'au dernier des légionnaires. Est-ce ainsi que Rome traite ses anciens généraux? En envoyant des soldats contre eux, le sénateur éperonna son cheval, s'avançant légèrement. « Tu as perdu le droit de te réclamer de Rome le jour où tu as embrassé les ténèbres, Varro. Au nom du Sénat et de l'empereur, je t'ordonne de te rendre et de livrer l'esclave fugitif. » Un rire froid s'échappa de la gorge d'Aelius. « Tu n'as aucun pouvoir ici, sénateur. Retourne à Rome avec tes hommes et j'oublierai cette insulte. »« L'insulte vient de toi, » répliqua Severus, le visage empourpré de colère, « en défiant l'autorité de Rome, en volant ce qui m'appartient. »« Un homme n'appartient qu'à lui-même, » déclara Aelius, son regard se durcissant. « C'est une leçon que Rome n'a jamais apprise.
Sévérus fit un geste brusque de la main. « Assez parlé, préparez l'assaut !» Les légionnaires commencèrent à se mettre en formation, déployant un bélier porté par 8 hommes robustes. D'autres préparaient des échelles, tandis que les archers prenaient position. Aelius se tourna vers ses défenseurs. Ils tenteront d'abord de forcer les portes. Concentrez les archers sur ceux qui portent le bélier. Darius, prends 5 hommes et tiens-toi prêt à repousser les échelles. Cassien, reste près de moi. Le premier assaut fut lancé avec la précision mécanique qui avait fait la réputation des légions romaines. Une volée de flèches s'abattit sur les remparts, forçant les défenseurs à se mettre à couvert, tandis que le groupe portant le bélier s'élançait vers les portes. « Maintenant !» ordonna Aelius. Les archers de la forteresse se redressèrent et décochèrent leurs flèches en une salve coordonnée. Plusieurs légionnaires tombèrent, mais d'autres prirent immédiatement leur place. Le bélier atteignit les portes avec un impact qui ébranla toute la structure. « Ils sont déterminés », observa Cassien, impressionné malgré lui par la discipline des assaillants. « C'est Rome », répondit simplement Aelius. « Ils ne connaissent que la victoire ou la mort. » Un deuxième coup de bélier résonna, puis un troisième. Les portes massives commençaient à céder sous les impacts répétés. « Il est temps », murmura Aelius. Avant que Cassien ne puisse l'interroger, le vampire rejeta son capuchon en arrière, s'exposant pleinement au soleil. Sa peau commença immédiatement à fumer légèrement, comme brûlée par une chaleur invisible. Ignorant la douleur, Aelius leva les bras vers le ciel. Un grondement sourd monta des profondeurs de la montagne, comme si la terre elle-même répondait à son appel. Puis, soudainement, le ciel au-dessus de la forteresse s'assombrit. Des nuages noirs, venus de nulle part, s'assemblèrent en une masse tourbillonnante qui bloqua progressivement le soleil. « Par tous les dieux !» murmura Thaddeus, impressionné malgré ses années de service auprès du vampire. En quelques minutes, l'obscurité s'était abattue sur le champ de bataille, transformant le jour en crépuscule. Les légionnaires s'agitèrent, désorientés par ce phénomène surnaturel. Seuls les chasseurs de Mithras restaient impassibles, leurs yeux fixés sur Aelius. « Je n'avais jamais vu le maître utiliser ce pouvoir », confia Thaddeus à Cassien. « Il puise dans des forces anciennes, bien plus anciennes que Rome. » Dans cette semi-obscurité artificielle, Aelius semblait reprendre des forces. Il se redressa, ses yeux virant progressivement du doré au rouge écarlate. « Maintenant, » déclara-t-il d'une voix qui n'avait plus rien d'humain, « voyons si les légions de Rome sont aussi braves face aux ténèbres qu'en plein jour. » D'un mouvement fluide, il sauta du rempart, sa forme se dissolvant en une brume noire qui descendit vers les assaillants. Cassien se précipita au bord pour observer, stupéfait, le spectacle qui se déroulait en contrebas. La brume se reconstitua au milieu des légionnaires, reprenant la forme d'Aelius. Mais le vampire semblait désormais plus grand, plus terrible, comme si les ombres qu'il avait invoquées faisaient désormais partie de lui. D'un seul geste, il projeta 3 légionnaires contre les rochers avec une force surhumaine. Ses mouvements étaient si rapides qu'ils apparaissaient flous même aux yeux de Cassien. « Aux armes !» hurla Sévérus, tirant son glaive. « Tuez le monstre !» Les légionnaires se regroupèrent, formant un cercle autour d'Aelius. Mais le vampire était dans son élément. Il se déplaçait comme une ombre vivante, frappant et disparaissant avant que les mortels ne puissent riposter. « Les chasseurs !» cria soudain Thaddeus, pointant vers les 7 silhouettes noires qui s'avançaient méthodiquement, déployant un filet aux mailles argentées. « Ils vont le capturer !» comprit Cassien avec horreur. Sans réfléchir davantage, il saisit le poignard qu'Aelius lui avait offert et se précipita vers l'escalier. Thaddeus tenta de le retenir, mais le jeune homme était déjà hors de portée.
Ce garçon va se faire tuer, marmonna le vieux serviteur. Cassian émergea dans la cour intérieure et se dirigea vers les portes qui, sous les assauts répétés du bélier, cédaient progressivement. Se faufilant par une brèche, il se retrouva au cœur de la bataille. Le chaos régnait partout. Les légionnaires, désorientés par l'obscurité surnaturelle et par la férocité d'Aelius, avaient perdu leur formation. Certains fuyaient déjà vers la vallée, tandis que d'autres combattaient avec la détermination du désespoir. Cassian repéra Aelius encerclé par les 7 chasseurs de Mithras qui avançaient inexorablement, leurs amulettes brillant d'une lueur argentée. Le vampire, bien que puissant, semblait affaibli par leur présence. Les symboles qu'ils portent, réalisa Cassian. Ils le neutralisent d'une façon ou d'une autre. Serrant fermement son poignard, il s'élança à travers le champ de bataille, évitant les légionnaires trop occupés par leur propre survie pour remarquer un seul homme. Son objectif était le chasseur le plus proche, un homme massif portant une amulette particulièrement brillante. Cassian s'élança à travers le chaos de la bataille, le poignard ancestral fermement serré dans sa main. Son cœur battait à tout rompre, mais une étrange clarté habitait son esprit. Pour la première fois de sa vie, il ne fuyait pas, il chargeait délibérément vers le danger, mu par une loyauté qu'il n'aurait jamais cru ressentir envers un être comme Aelius. Le chasseur de Mithras ne le vit pas approcher, trop concentré sur le vampire qu'il tentait d'encercler avec ses compagnons. Leurs amulettes d'argent émettaient une lueur bleuâtre qui semblait drainer les forces d'Aelius. Le vampire, bien que toujours redoutable, voyait ses mouvements ralentir progressivement. « Maintenant !» cria le chef des chasseurs. « Le filet !» Ils déployèrent simultanément un immense filet aux mailles argentées conçu spécifiquement pour capturer les créatures des ténèbres. C'est à cet instant que Cassian frappa. Il bondit sur le dos du chasseur le plus proche, enfonçant la lame antique dans son épaule. L'homme hurla de douleur tandis que l'amulette qu'il portait tombait au sol, son éclat s'éteignant instantanément. Une fumée noire s'éleva de la blessure, comme si le poignard avait libéré quelque magie primitive. « Un mortel ose interférer !» rugit l'un des chasseurs, abandonnant le filet pour faire face à cette menace inattendue. Cassian roula sur le côté, évitant de justesse le coup d'épée qui lui était destiné. Il n'avait pas l'entraînement d'un légionnaire, mais 8 années d'esclavage lui avaient appris à survivre, à esquiver, à saisir la moindre opportunité. L'intervention de Cassian avait créé une brèche dans le cercle des chasseurs. Aelius, sentant l'étau se desserrer, concentra ses forces restantes en une explosion de puissance. Ses yeux virèrent à l'écarlate profond, tandis que les ombres environnantes semblaient s'étirer vers lui, comme attirées par un aimant vivant. « Arrière !» ordonna-t-il d'une voix qui résonna jusque dans les os des mortels présents. Une onde d'énergie sombre émana du vampire, projetant les chasseurs à plusieurs mètres. 2 d'entre eux heurtèrent violemment les rochers et restèrent immobiles. Les autres, quoique sonnés, se relevaient déjà, leurs masques de Mithras fissurés mais leur détermination intacte. « Cassian !» appela Aelius. « Derrière moi !» Le jeune homme obéit instinctivement, se plaçant dans l'ombre protectrice du vampire. Ensemble, ils firent face aux chasseurs restants qui se regroupaient, leurs armes levées. « Ça ne finira jamais !» murmura Cassian. « Rome enverra toujours d'autres légions. Alors il est temps de leur montrer pourquoi ils devraient craindre la nuit, » répondit Aelius, une résolution nouvelle dans sa voix. Le vampire leva les bras vers le ciel obscurci par les nuages qu'il avait invoqués. Sa voix s'éleva en une incantation aux sonorités anciennes, une langue oubliée depuis des millénaires, parlée uniquement par ceux qui marchaient entre les mondes. Le sol trembla sous leurs pieds. Dans les profondeurs de la forteresse de Nemorium,
quelque chose s'éveillait, quelque chose que même Aelius n'avait jamais osé invoquer auparavant. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Cassien, sentant la magie primitive saturer l'air autour d'eux. « J'appelle ceux qui ont juré de me servir, » répondit Aelius, sa voix étrangement distante. « Les âmes de tous ceux qui sont morts sur ces terres depuis que Rome a commencé à étendre son emprise. » Les chasseurs de Mithras, sentant le danger, chargèrent avec une détermination renouvelée. Mais ils s'arrêtèrent net lorsque le sol devant eux se fissura, laissant échapper une brume grisâtre qui s'élevait en spirale menaçante. La brume se condensa, prenant peu à peu des formes humanoïdes. Des silhouettes spectrales apparurent, guerriers barbares aux corps couverts de tatouages tribaux, légionnaires aux armures déchiquetées, esclaves portant encore les marques de leurs chaînes, des centaines de fantômes convoqués depuis les limbes par la magie ancestrale d'Aelius. « L'armée des ombres » murmura Thaddeus qui avait rejoint le champ de bataille, ses yeux écarquillés de stupeur. Une légende que même moi je croyais impossible. Les légionnaires romains encore présents se figèrent d'horreur face à ce spectacle surnaturel. Même les chasseurs de Mithras, habitués à affronter l'inhabituel, reculèrent devant cette manifestation d'une puissance qu'ils ne pouvaient comprendre. « Trop de sang a été versé au nom de Rome, » déclara Aelius, sa voix résonnant étrangement comme amplifiée par les spectres qui l'entouraient. « Trop d'âmes !» crie vengeance depuis les ombres. Il fit un geste de la main, et les fantômes s'avancèrent vers les légionnaires qui rompirent finalement les rangs, fuyant en désordre vers la vallée. Seul Sévérus restait, paralysé par un mélange de terreur et de fascination, tandis que son cheval se cabrait de panique sous lui. « C'est impossible !» balbutia-t-il en tombant lourdement au sol. « Aucune créature ne possède un tel pouvoir. » Aelius s'approcha lentement du sénateur déchu, ses pas laissant des empreintes brûlées dans le sol. Les spectres s'écartaient respectueusement sur son passage, inclinant leur tête brumeuse devant le maître qui les avait appelés. « Tu as sous-estimé l'ennemi que tu choisissais, Quintus Severus, » déclara le vampire. « Une erreur fatale pour un homme de guerre. » Le sénateur rampa en arrière, cherchant désespérément son glaive tombé dans la poussière. « Tu ne peux pas me tuer. Je suis un patricien, un membre du Sénat. »« Je ne vais pas te tuer, » répondit Aelius, surprenant autant Sévérus que Cassien. « Tu vas retourner à Rome, porteur d'un message. » Il se pencha, saisissant le sénateur par sa toge, le soulevant comme s'il ne pesait rien. « Tu diras au Sénat et à l'empereur que Némorium et les terres environnantes sont désormais sous ma protection, que tout esclave qui atteindra ces montagnes sera considéré comme libre au-delà de la juridiction de Rome. » Sévérus, blême de terreur, hocha frénétiquement la tête. « Et tu leur diras également, » poursuivit Aelius, ses yeux rougeoyant dangereusement, « que si une seule légion franchit ses frontières, je marcherai sur Rome elle-même, avec une armée que ni le fer ni le feu ne pourront arrêter. » D'un geste brusque, il relâcha le sénateur qui s'effondra au sol. « Va maintenant, et n'oublie jamais ce que tu as vu aujourd'hui. » Sévérus ne se le fit pas dire 2 fois. Trébuchant sur sa toge, il s'enfuit vers la vallée, suivant les traces de ses légionnaires dispersés. Cassian observait la scène avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. « Pensez-vous qu'il transmettra votre message ? » « La peur est une excellente motivation, » répondit Aelius, « et Sévérus a connu aujourd'hui une terreur qu'il n'oubliera jamais. » Autour d'eux, les fantômes commençaient à se dissiper, retournant lentement aux limbes d'où ils avaient été arrachés. Seules quelques silhouettes persistaient, comme réticentes à quitter ce monde une seconde fois. Aelius ferma les yeux, semblant communiquer silencieusement avec ces âmes errantes. Lorsqu'il les rouvrit, les derniers spectres s'évanouissaient dans l'air comme de la fumée dispersée par le vent.
Je n'avais jamais utilisé ce pouvoir, admit-il à Cassien tandis qu'il remontait vers la forteresse. Invoquer les morts est dangereux. Ils ne répondent pas toujours à l'appel et certains ne souhaitent pas repartir. Comment avez-vous acquis une telle puissance ? Demanda Cassian, encore sous le choc de ce qu'il avait vu. Le sang de Mormont qui coule dans mes veines me lie au monde des morts, expliqua Aelius. Mais je n'avais jamais osé exploiter pleinement ce lien, jusqu'à aujourd'hui. Au sommet de la colline, Thaddeus les attendait, le visage empreint à la fois de soulagement et d'inquiétude. « Maître, vous avez vaincu, mais à quel prix ? Ce type de magie exige toujours une contrepartie. » Aelius hocha gravement la tête. « Je sais, vieil ami, je sens déjà ses effets. » Pour la première fois, Cassien remarqua à quel point le vampire semblait affaibli. Sa peau, habituellement d'une pâleur marmoréenne, avait pris une teinte grisâtre. Des lignes de tension marquaient son visage et ses mouvements, d'ordinaire si fluides, semblaient presque pénibles. « Vous êtes blessé ?» s'inquiéta Cassien. « Pas physiquement, » répondit Aelius, « mais invoquer les morts a un coût. Une partie de ma propre force vitale a été offerte en échange de leur aide. » Il chancela légèrement et Cassien le soutint instinctivement. « Vous avez besoin de repos et de sang, » compléta Thaddeus. « Beaucoup de sang pour récupérer après avoir puisé aussi profondément dans les arts interdits. » Aelius secoua la tête. « Plus tard. D'abord, nous devons nous préparer. »« Nous préparer ?» s'étonna Cassian. « Rome est en déroute. Vous avez gagné. » Un sourire énigmatique étira les lèvres du vampire. « Ce n'était que la première bataille, jeune Cassien. Crois-tu vraiment que notre victoire passera inaperçue, que Rome acceptera qu'un territoire échappe à son contrôle ? Mais l'armée des ombres, commença Cassien, ne peut être invoquée fréquemment, l'interrompit Aelius. Ce pouvoir ne peut être utilisé qu'à des moments critiques, sous peine de me détruire moi-même. Non, nous devons nous préparer différemment. » Ils atteignirent la grande salle de la forteresse où les défenseurs survivants pansaient leurs blessures et célébraient sobrement leur victoire improbable. « À quoi songez-vous » demanda Cassian, intrigué par l'expression pensive du vampire. Aelius se tourna vers lui, une lueur nouvelle dans son regard, à construire un sanctuaire, un havre pour tous ceux que Rome rejette, opprime ou pourchasse. Il fit un geste englobant la forteresse et les terres environnantes. Ces montagnes pourraient abriter des centaines, voire des milliers de personnes, des esclaves en fuite, des proscrits, des âmes rejetées par l'Empire, tous ceux qui cherchent la liberté. Un refuge contre Rome, murmura Cassien, comprenant soudain la portée de cette vision. Mais comment les protégerez-vous tous ? Pas seul, admit Aelius. J'aurai besoin d'aide, de lieutenants loyaux et dévoués à cette cause. Son regard se posa intensément sur Cassien. Des hommes comme toi, qui comprennent la valeur de la liberté parce qu'ils ont connu les chaînes. Cassian sentit le poids de cette proposition. Vous me demandez de rester, de vous aider à bâtir ce sanctuaire. Je te demande de choisir ton destin, corrigea Aelius. La route est ouverte devant toi. Tu pourrais partir vers d'autres provinces, commencer une nouvelle vie loin de Rome et de ses ombres. Il fit une pause, son regard s'intensifiant. Ou tu pourrais rester et participer à quelque chose de plus grand que nous deux, un défi à l'ordre établi, une chance pour d'autres de connaître la liberté que tu as si chèrement gagnée. Avant que Cassien ne puisse répondre, un corps retentit au loin. Non pas le corps de guerre des légions, mais plutôt un signal plus hésitant, presque timide. « Qu'est-ce que c'est » s'inquiéta-t-il. Thaddeus, qui s'était approché d'une fenêtre, laissa échapper une exclamation de surprise. « Maître, vous devriez voir cela. » Aelius et Cassien le rejoignirent, regardant vers la vallée en contrebas. Ce qu'ils virent les stupéfia tous deux. Une longue procession s'étendait le long de la route menant à Némorium,
non pas des soldats, mais des civils, des hommes, des femmes, des enfants même, portant de maigres possessions sur leurs épaules ou dans des charrettes rudimentaires. Et à leurs poignets, pour beaucoup d'entre eux, on distinguait encore les marques ou les bracelets métalliques de l'esclavage. « Les nouvelles voyagent vite », murmura Aelius, sincèrement surpris. « La rumeur de notre victoire a dû atteindre les villages voisins ? Ce sont des esclaves, comprit Cassien, des fugitifs qui viennent chercher refuge. » Il se tourna vers Aelius, observant attentivement sa réaction. Le vampire contemplait la scène avec une expression indéchiffrable. « Des centaines, nota Thaddeus, inquiet. Comment allons-nous les nourrir ? Les loger ? Les protéger ? » Un long silence s'installa, pendant lequel Aelius semblait peser le destin de ces âmes qui avaient placé leur espoir en lui, en la légende d'un vampire qui avait défié Rome pour un seul esclave. Finalement, il se redressa, une nouvelle détermination illuminant son regard. « Ouvrez les portes, » ordonna-t-il. « Préparez toutes les provisions dont nous disposons, que personne ne soit refoulé. » Cassian le dévisageait avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Vous allez vraiment tous les accueillir ? N'est-ce pas ce que nous avons promis ? » répondit Aelius. « Un sanctuaire pour tous ceux que Rome rejette ?» Il posa une main sur l'épaule de Cassien. « Tu m'as montré qu'il restait encore en moi quelque chose d'humain, après tous ces siècles de solitude et de sang. Peut-être est-il temps que je découvre jusqu'où cette humanité peut me mener. » Cassian hocha lentement la tête, sa décision prise. « Alors je reste ? Pour vous aider à bâtir ce refuge, à le défendre contre Rome ?» Un sourire rare illumina le visage d'Aelius. « Ainsi commence la légende de Némorium, le sanctuaire des ombres. » Ensemble, ils descendirent accueillir les premiers d'une longue lignée de fugitifs qui, au cours des années suivantes, viendraient chercher la liberté sous la protection du vampire Alpha et de son improbable allié humain. Et dans les salles du pouvoir à Rome, lorsque le sénateur Severus rapporta les événements de Némorium, un frisson parcourut l'échine des plus anciens patrices, car une prophétie oubliée avait jadis annoncé qu'un jour, Rome tremblerait devant celui qui commanderait aux morts et aux vivants, unissant les ombres contre la lumière de l'Empire. L'aube d'une nouvelle ère se levait sur les montagnes de Némorium, une ère où les esclaves trouveraient refuge, où les opprimés découvriraient l'espoir, et où le nom d'Aelius Varro deviendrait le symbole d'une résistance qui, peut-être un jour, ébranlerait les fondements même de Rome. Car, comme l'avait découvert Cassien, même les créatures de la nuit peuvent parfois devenir les champions de la liberté. Aimerais-tu continuer à découvrir des histoires comme celle-ci ? Abonne-toi dès maintenant et active les notifications pour ne manquer aucun nouvel épisode.